En 1939, des milliers de femmes disparaissaient derrière les grilles de Ravensbrück, le camp de concentration nazi le plus atroce réservé aux femmes. Torture médicale, exécution de masse, famine délibérée, plus de 30 000 prisonnières, la moitié jamais revues vivantes. Que se passait-il vraiment dans ces baraquements ? Sous un ciel nordique gris en 1939, de grands bâtiments en bois sont devenus le foyer des premiers prisonniers de Ravensbrück. Ce camp lointain a été construit à la lisière d'une forêt marécageuse, à environ 80 km au nord de Berlin. Il était destiné à être le plus grand camp de concentration pour femmes du Reich nazi. Au cours des 6 années suivantes, le camp allait s'agrandir de plus en plus. Il s'est étendu à travers les forêts avec de hautes clôtures et des tours de guet. À la fin, il abriterait des dizaines de milliers de femmes et de filles venues de toute l'Europe. Il a laissé derrière lui une pas terrible histoire d'horreur et de survie. Ravensbrück a commencé parce que les dirigeants nazis voulaient contrôler la société à travers un système de camps de concentration en pleine expansion. Après qu'Adolf Hitler soit arrivé au pouvoir en 1933, le gouvernement nazi a utilisé les SS pour construire des camps à travers l'Allemagne. Les SS étaient un groupe militaire dirigé par Heinrich Himmler. Ils ont construit ces camps pour enfermer, punir et tuer les personnes qui ne leur plaisaient pas. À la fin des années 1930, les camps existants étaient trop surpeuplés. Les dirigeants nazis ont vu qu'ils avaient besoin d'un endroit spécial juste pour les prisonnières. Sur ordre de Himmler, les SS ont commencé à construire un nouveau camp de concentration uniquement pour les femmes en 1938. Ils l'ont construit près du village de Ravensbrück, à environ 90 km au nord de Berlin. Ils ont choisi cet emplacement car il était éloigné d'autres endroits mais assez proche de Berlin. Cela a facilité la gestion du camp et le transport des prisonniers. Le camp a ouvert en mai 1939 et est rapidement devenu le principal hub pour de nombreux camps plus petits. Au cours des 6 années suivantes, plus de 130 000 femmes et enfants y ont été enfermés, ainsi que des milliers d'hommes. Au cours de sa première année, les prisonniers provenaient d'un autre camp de femmes qui avait fermé. Dès le départ, Ravensbrück était presque entièrement conçu pour les prisonnières. Une zone séparée pour les hommes a été ajoutée plus tard en avril 1941. À la mi-1942, un camp voisin pour les adolescentes a été construit. Au départ, le camp comptait seulement une vingtaine de bâtiments et pouvait accueillir quelques milliers de personnes. En 1943, ils ont construit un endroit pour incinérer les cadavres sur le terrain du camp. En 1945, ils ont même construit une chambre à gaz rudimentaire. Elle était initialement prévue pour environ 6 000 prisonniers, mais malgré ses débuts modestes, Ravensbrück a fini par accueillir plus de 36 000 prisonniers à la fin de la guerre. Les nazis ont rempli Ravensbrück avec les personnes qu'ils haïssaient ou craignaient le plus. Dès les premiers groupes de pieds pour un groupe de prisonniers, il y avait des hommes et des femmes étiquetés comme fauteurs de troubles, ennemis politiques et autres. Les archives des SS énumèrent les types de prisonnières politiques, personnes qualifiées d'antisociales, roms, juifs, témoins de Jéhovah et d'autres étiquetés comme criminels ou paresseux. Alors que la guerre s'étendait, des femmes de toute l'Europe étaient envoyées à Ravensbrück. En 1942 et 1983, de grands groupes venaient de Pologne et de l'Union soviétique, des territoires que les nazis avaient envahis. Au final, des prisonniers provenaient de plus de 30 pays. Les plus grands groupes étaient composés de femmes polonaises et de citoyens soviétiques, mais aussi d'Allemandes, d'Autrichiennes, de Hongroises, de Françaises et bien d'autres. Parmi elles se trouvaient des résistantes, des travailleuses forcées, des Roms, des Juifs et des personnes religieuses. Elles formaient un mélange de tous les peuples que les conquérants européens considéraient comme sans valeur. Les commandants de Ravensbrück étaient des officiers SS venus d'autres camps.
Le premier commandant a servi brièvement en 1939. Ilost a été suivi par le capitaine SS Max Kogel au début de 1940, puis par Fritz Surin d'août 1942 jusqu'à la chute de l'Allemagne nazie. Surin est devenu célèbre après la guerre. Un tribunal français l'a déclaré coupable de crimes de guerre et l'a exécuté en 1960. Chaque commandant supervisait un groupe comprenant un département politique, un médecin de camp et des gardes. La plupart des gardes étaient des femmes formées en tant que surveillantes à Ravensbrück. Au cours de la vie du camp, des milliers de gardes SS féminines y ont travaillé. Dès les premières arrivées, le message était clair. Cet endroit était un monde à part. C'était une société dure avec des règles cruelles où les prisonniers vivaient à moitié nus, affamés et effrayés. Ils n'avaient aucun pouvoir du tout. La vie quotidienne à Ravensbrück était une lente descente vers la souffrance. Les prisonniers se réveillaient à l'aube pour des appels brutaux dans la cour de gravier. Ils se tenaient debout pendant des heures pendant que les gardes comptaient chaque corps. La neige d'hiver crissait sous leurs pieds, la poussière de l'été remplissait l'air, la nourriture était très peu abondante. Une soupe aqueuse et une fine tranche de pain noir laissaient chaque femme très mince. Beaucoup dépérissaient simplement de faim. Les maladies et les poux étaient omniprésents dans les bâtiments surpeuplés. Cela provoquait des fièvres et des décès. Une survivante se souvient qu'après un certain temps, elle n'acceptait plus d'aide et n'osait pas s'approcher de villages. Même en dehors de la clôture de fils barbelés, la peur et la faiblesse piégeaient les prisonniers. Le docteur Doris Maza, médecin du camp, a écrit plus tard qu'à terme, on souhaite être seul plutôt que d'être toujours entouré de gens. Cette simple déclaration montre comment la vie là-bas brisait l'esprit humain. Les femmes étaient forcées de travailler sans fin. Au départ, les premières prisonnières ont aidé à construire le camp lui-même. En 1932, les essais ont fait travailler les prisonnières de Ravensbrück à la fabrication de fournitures de guerre. À l'intérieur des murs, un complexe industriel s'est développé où les prisonniers faisaient du travail d'usine et des tâches de machine. Même les emplois considérés comme convenables pour les femmes devenaient un travail brutal. Elles cousaient des uniformes pour l'armée, tricotaient des vêtements, tissaient des couvertures ou attachaient des cordes en équipe sous les yeux attentifs des gardes. Une entreprise gérait 20 ateliers à l'extérieur du camp à partir de 1942 où des prisonniers enchaînés travaillaient sur des pièces électriques. Ces emplois, qui duraient de l'aube jusqu'au crépuscule avec peu de nourriture, brisaient de nombreux corps. Les femmes qui ne pouvaient plus travailler étaient séparées et souvent oubliées. En dessous de tout cela se trouvait une violence constante. Les gardes SS féminines parcouraient chaque allée des quartiers de sommeil et des ateliers. Certaines nouvelles recrues des SS décoraient le camp avec des poignets blancs et de cols en dentelle, mais ces décorations ne pouvaient pas cacher la cruauté. La brutalité semblait normale. Une survivante se souvient que certaines prisonnières jouaient à un petit jeu triste. Elle pariait sur la rapidité avec laquelle une nouvelle garde perdait toute bonté et rejoignait la brutalité. Il était bien connu à Ravensbrück que les gardes les plus violentes étaient valorisées par les SS. Elles étaient considérées comme les plus éprouvées parmi les SS. Comme l'a dit un témoin plus tard, de nombreuses gardes prenaient plaisir à leur rôle. Maria Mandal, un leader SS, dirait plus tard avec une totale honnêteté qu'elle ne trouvait rien de mal à la sévère traitement du camp. Une autre jeune garde, Irma Graka, bâtit sa réputation de cruauté ici même. Elle est arrivée à Ravensbrück à l'âge de 18 ans et a appris le travail de surveillante. Plus tard à Auschwitz, elle deviendra connue sous le nom de la hyène d'Auschwitz.
La faim est également devenue une arme. Les SS ont réduit les rations alimentaires à des niveaux de famine. À la fin de 1944, lors de l'effondrement final de l'Allemagne nazie, même les fosses à ordures devenaient une source de restes et des milliers mouraient encore de faim. Tout signe de faiblesse pouvait signifier des coups ou pire. Il était courant que les gardes expriment leur colère de manière violente. Un écrivain note que les surveillantes jetaient parfois des ciseaux aux femmes forcées de coudre. Elles leur criaient des sassus si elles trébuchaient sur une couture. Une seule poussée de ciseaux ou une gifle pouvait faire saigner ces visages maigres. Le camp n'avait aucune pitié. Comme un historien britannique l'a écrit plus tard, avec le temps, on souhaite être seul ou mort. Cela a été dit par le docteur Maza et capture comment Ravensbrück a ôté l'espoir des femmes. Entourées de machines et de clôtures, les prisonnières ont formé leur propre groupe secret. Les prisonniers venaient de nombreux horizons différents, mais ici, ils ont trouvé une humanité partagée. Elles trouvaient des cachettes pour des pommes de terre volées, volaient des moments pour chanter des chansons interdites et partager une tasse réconfortante de soupe chaude à la faible lumière des bâtiments. Les histoires décrivent de petits actes de bonté. Une femme glissait une croûte de pain supplémentaire dans la couverture d'une autre. Dans les blocs de femmes, des jeunes prisonnières s'occupaient souvent des plus âgés et des plus malades. Elles murmuraient des réconforts comme des lettres secrètes. Dans cette communauté de souffrance, comme l'a exprimé une survivante, des amitiés et une sororité se sont transformées en bouées de sauvetage. Une scientifique nommée Germaine Tillian, qui a survécu à Ravensbrück et en a plus tard écrit, a parlé avec émotion de l'amitié remarquable qui s'est formée parmi les prisonniers. Face à la cruauté planifiée, cette solidarité était un acte de rébellion silencieuse. Ravensbrück était essentiellement une machine à tuer. Même avant la fin de la guerre, les SS l'utilisèrent pour commettre des meurtres de masse et des actes terribles. Au fond des documents du camp se trouvait un sinistre registre de vies interrompues. En 1941, les nazis ont commencé à envoyer leurs premières victimes de Ravensbrück vers les chambres à gaz d'un programme de mise à mort. Les prisonniers juifs jugés inaptes au travail étaient envoyés vers des centres de mise à mort. Un tel transfert a eu lieu vers un endroit où des centaines ont été gazés dans des fours. Parallèlement, un autre programme d'extermination a été mis en place. Les prisonniers malades ou handicapés de Ravensbrück étaient marqués secrètement et assassinés au nom de l'euthanasie. Des dizaines de milliers ont franchi les portes du camp, mais comme l'indique un historien, des dizaines de milliers d'entre eux ont été assassinés, sont morts de faim et de maladie ou ont été tués lors d'expériences médicales. En d'autres termes, environ la moitié des femmes qui sont venues ici n'ont jamais obtenu la liberté. Même dans les murs du camp, la mort était courante. À partir de 1941 à 1942, les exécutions par fusillade sont devenues routinières. Le grand mur en béton derrière les bâtiments du camp était le site de nombreuses fusillades. Les prisonniers étaient alignés avec des blocs de bois sous le menton, ne devant jamais se relever. Ceux qui tombaient sous le feu des fusils finissaient dans des fosses communes à l'extérieur du camp. Les expériences médicales étaient une autre arme mortelle. Dans le bloc de l'hôpital, les médecins SS infligeaient des tortures indicibles sous le prétexte de recherche. Karl Gebhardt, le chirurgien personnel de Himmler, est arrivé à Ravensbrück pour réaliser des expériences sur des jambes blessées. Il brisait délibérément ou coupait les os des prisonniers, infectait ces blessures avec des bactéries, du tétanos, de la gangrène et de la poussière, puis testait divers médicaments pour prouver leur inutilité.
Les femmes dont les jambes avaient été brisées avaient souvent des bandages sellaises et des instruments non stérilisés enfoncés dans leur chair. Beaucoup sont mortes de désespoir sur la table. Celles qui ont survécu ont vécu des années de douleur et de handicap. Gebhardt a même tenté de couper et de déplacer des membres entre des travailleurs esclaves et des soldats allemands blessés. Son principal assistant, le docteur Hertha Oberhäuser, a été reconnu coupable à Nuremberg pour son rôle dans ces expériences humaines. En 1943 et 1944, les injections ont changé, mais pas les victimes. Des poisons chimiques étaient administrés sous prétexte de vaccins vitaminiques et les prisonniers enceintes étaient soumis à des expériences pour les rendre incapables d'avoir des enfants. Globalement, jusqu'à 40 000 prisonniers sont morts à Ravensbrück par famine, maladie et torture, fusillade, injections létales et gazage. À la fin de 1944, alors que l'armée rouge approchait, les tueries se sont intensifiées. Les SS ont installé une chambre à gaz temporaire dans un abri en bois à côté de l'endroit où ils incinéraient les corps. Entre janvier et avril 1945, près de 5 000 à 6 000 femmes et environ 100 hommes du camp ont été assassinés là. Elles ont inhalé du gaz toxique par des évents improvisés et ont été brûlées dans des fours. Même dans ces derniers actes horribles, Ravensbrück avait une routine. Les nouvelles arrivantes, souvent des femmes polonaises d'Auschwitz et d'autres camps, étaient épuisées et à moitié nues. Un dessin d'une survivante, intitulé « Arrivée », montre des centaines de figures serrées entrant par la porte principale. Des heures plus tard, un autre dessin montre beaucoup effondrés au sol, trop faibles pour se lever. Le sort de ces nouvelles prisonnières dépendait d'une sélection aléatoire. Celles qui semblaient assez en santé étaient envoyées travailler. Les autres, les anciennes, les très jeunes, les malades, étaient escortées vers les douches et ne revenaient jamais. À la fin, la sélection était presque continue. Un camion prenait chaque jour une douzaine de vieilles femmes de l'hôpital pour une exécution rapide. Dans les derniers mois, désespérés, des responsables conservaient des listes des très malades juste pour pouvoir les marquer pour la mort. Lorsque Surin ordonna à tout le monde de partir, il laissa 2000 femmes très malades derrière elles, incapables de marcher. L'armée rouge trouva leurs corps entassés dans l'hôpital du camp comme preuve. Au milieu de ce cauchemar quotidien, de petites étincelles d'humanité et de résistance brillaient. Les femmes de Ravensbrück n'ont jamais abandonné leur volonté de résister. Des réseaux secrets se sont formés à travers les bâtiments et les nationalités en français, polonais ou allemand. Les prisonniers y transmettent des messages de mettre sur des morceaux de papier. Elle nuisait à l'effort de guerre chaque fois qu'elle le pouvait, en cousant des erreurs dans les uniformes, et en mélangeant des outils cassés sur les chaînes de montage et en cachant des pièces métalliques dans les toilettes. Un groupe a secrètement monté une petite opéra avec musique et paroles à chanter à voix basse pendant de brefs moments de temps libre. Un autre groupe a précautionneusement conservé quelques pots de confiture économisés au fil des ans, échangeant une cuillère en secret pour un sourire chaleureux. Certaines prisonnières ont fait preuve d'un courage remarquable. Beaucoup des 130 000 femmes prisonnières du camp étaient elles-mêmes des combattantes. Ces femmes avaient combattu les armées d'Hitler avec des armes ou du sabotage chez elles, et même ici, elles refusaient de céder. Les femmes françaises ont organisé des cellules secrètes sous le nez des SS. Un cas remarquable est celui de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, c'est la nièce de 19 ans de Charles de Gaulle. De Gaulle-Anthonioz avait travaillé dans la résistance française et avait été capturée en 1943. À Ravensbrück, elle racontait à ses camarades prisonnières la promesse de victoire de son oncle. Elle diffusait en secret des nouvelles des avancées alliées et murmurait de l'espoir d'un bâtiment à un autre.
Sa présence était un point de ralliement. Selon un historien, elle était incroyablement importante pour maintenir le moral des femmes françaises là-bas, même dans l'enfer du camp. Partager ces mots gardait vivante l'idée que le monde extérieur se battait encore. Les prisonniers polonais, dont beaucoup étaient de jeunes étudiants, ont préservé leur dignité nationale. Lorsque les nazis sont arrivés avec des femmes polonaises qui avaient été capturées à Varsovie, après l'insurrection de 1944, les femmes polonaises du camp leur ont montré de l'amitié et ont fait passer de la nourriture supplémentaire, craignant le pire. Certaines bêtes des femmes de Varsovie ont été photographiées secrètement à Ravensbrück. Ces images, retrouvées après la libération, restent parmi les rares archives photographiques de la vie quotidienne dans le camp. Et puis, il y avait les actes discrets de solidarité. Des femmes plus âgées enseignaient aux plus jeunes comment survivre. Des femmes enceintes prenaient soin les unes des autres dans la douleur et partageaient des couvertures pour se réchauffer. Après la libération de Ravensbrück, les survivantes parlaient de la façon dont elles se considéraient comme des sœurs unies par leur épreuve. Comme l'a écrit la scientifique Germaine Tillian plus tard, même au milieu de la terreur, une amitié remarquable a pris racine. Dans un endroit conçu pour dépouiller les femmes de leur humanité, ces femmes avaient redonné humanité à l'autre, devenant gardiennes, mères et amies pour de parfaits inconnus. Alors que l'Allemagne nazie s'effondrait au printemps 1945, les jours de Ravensbrück étaient comptés. Sur ordre de Himmler, les gardes se préparaient à vider le camp. À partir d'avril 1945, les SS ont organisé le déplacement d'environ 7500 prisonniers affaiblis, principalement des femmes françaises, norvégiennes et polonaises, sous protection de la Croix-Rouge vers la Suède, la Suisse et la France neutre. Les bus blancs du comte suédois Folke Bernadotte transportaient certains de ces survivants à travers la Baltique. Pour ceux qui restaient, Sury ordonna une marche forcée. Environ 20 000 prisonniers, femmes, filles et quelques gardes furent envoyés vers l'ouest dans des marches de la mort à travers les forêts. Le 30 avril 1945, les troupes soviétiques atteignirent enfin Ravensbrück. Elles trouvèrent environ 2000 prisonniers malades ou mourants laissés dans l'hôpital. La plupart d'entre eux étaient si maigres qu'on pouvait à peine les reconnaître. Quelques dizaines des gardes nazis du camp ont été alignés et remises aux soviétiques. Ailleurs, de nombreux gardes s'enfuirent discrètement ou se cachèrent. L'armée rouge prit le contrôle, libérant les prisonniers restants. Comme Ravensbrück a été évacué si tard et qu'il est tombé derrière les lignes soviétiques, peu de reporters occidentaux ont documenté le moment. Dans film après film de la libération nazie, les images en noir et blanc de Ravensbrück sont souvent absentes. Pourtant, les survivants se souviennent. Pour ceux qui ont survécu au camp lui-même, l'épreuve n'était qu'à moitié terminée. De nombreuses femmes libérées étaient trop faibles pour prendre soin d'elles-mêmes. Des semaines après la libération, des centaines sont mortes de maladies et d'épuisement. Le docteur Doris Maza y a récupéré seulement lentement. Elle et d'autres passent des années à retrouver juste l'assez de poids et de force pour marcher. Les cicatrices mentales étaient profondes. Le souvenir des cris dans la nuit et le tas de corps morts dans la cour hantaient les survivants pendant des décennies. Dans les mois suivant la guerre, d'anciennes prisonnières ont appris que certains de leurs amis n'avaient pas eu autant de chance. Lorsque Maza atteignit enfin Genève à l'été 1945, elle et d'autres ont pleuré la perte de peut-être des dizaines de milliers de prisonniers de Ravensbrück qui étaient morts ou avaient été assassinés.
Le monde, cependant, a commencé à faire face à ce qui s'était passé ici à Nuremberg et lors des procès ultérieurs, les anciens travailleurs de Ravensbrück ont été tenus responsables. Karl Gebhardt, le médecin du camp, a été déclaré coupable de crimes de guerre et condamné à mort. Il a été pendu en 1948. Hertha Oberhäuser, la seule femme jugée lors du procès des médecins de Nuremberg, a reçu 20 ans de prison. Le commandant de camp Fritz Surin a été envoyé en France et qu'a jugé et exécuté par un peloton d'exécution en 1950. Irma Grez, dont la cruauté a été apprise à Ravensbrück et Auschwitz, a été jugé par les Britanniques et pendu à seulement 22 ans. De nombreux gardes inférieurs ont été capturés par les Soviétiques ou les Américains. Certains ont disparu dans le chaos d'après-guerre, tandis que quelques-uns, comme Maria Mandel, ont ensuite été arrêtés et punis. Dans les décennies qui ont suivi, Ravensbrück a pâti dans la mémoire générale, éclipsé par les camps plus grands d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. Mais son histoire a perduré à travers les voix des survivants. Ces femmes ont parlé, écrit et témoigné. La prisonnière française Charlotte Delbo a dédié une grande partie de sa vie à écrire sur Ravensbrück et Auschwitz. Ces histoires préservent dans les vérités personnelles de l'expérience du camp. Germaine Tillion a publié des récits sur Ravensbrück dans les années 1960 et 1970, s'assurant que les historiens et les nouvelles générations ne l'oublieraient pas. En 1973, elle a écrit sur l'amitié parmi les prisonniers et le devoir moral de se souvenir de tout, afin de ne pas être submergé par de tels événements. Aujourd'hui, les ruines de Ravensbrück sont un mémorial. Un panneau d'entrée accueille les visiteurs dans des champs silencieux où se dressaient autrefois des tours de garde. Des expositions affichent les quelques photographies et objets restants. Une chaussure brûlée, une cuillère jetée, une étoile de David d'une robe de prisonnière. Des visites guidées expliquent comment des dizaines de milliers de femmes et de filles sont passées par ici. En 2015, par exemple, les historiens comptaient 130 000 prisonniers enregistrés, dont 48 500 Polonais, 28 000 Soviétiques et des milliers venus de France, de Hongrie et d'Allemagne. Les noms de ceux qui sont morts, au moins 30 000 selon des estimations précises, sont connus des chercheurs. Mais chaque nom est une histoire, Plus de 70 ans plus tard, Ravensbrück reste une salle de classe sérieuse. Cet endroit nous pose des questions, dit un guide au musée mémorial. Comment des êtres humains ont-ils pu faire cela les uns aux autres ? Que signifie le fait que le camp n'avait que des femmes d'un côté et des gardes féminines de l'autre ? La réponse réside non seulement dans les croyances nazies, mais dans les choix quotidiens faits ici. Les gardes ont choisi la cruauté, les prisonnières ont souvent choisi la compassion. À l'ombre de ce fil barbelé, de petits actes de bonté ou de défi sont devenus héroïques. Comme l'a dit une survivante, même au milieu de la cruauté, les gens doivent rester des gens. Une simple exigence face à l'horreur du camp. Cet esprit d'humanité mis à l'épreuve en des temps sombres est le véritable héritage de Ravensbrück.